Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, nous assistons à un effondrement accéléré de l'édifice américain, que ce soit sur le plan économique et financier, migratoire et sécuritaire, diplomatique et militaire. Dans cet épisode, je souhaite explorer les racines idéologiques qui soutiennent les actions politiques de certains cadres de l'administration Biden. Mises ensemble, les différentes pièces de ce puzzle forment une image suffisamment claire pour qu'aucun doute ne soit possible. Cette déconstruction est coordonnée, assumée et parfois même ouvertement revendiquée. Commençons par le secteur énergétique. Les prix de l'essence ont triplé depuis que l'administration Biden a pris ses fonctions. La moyenne nationale est d'environ 3,4 $ le gallon, plus de 3 fois le prix de 2020. En raison des politiques de l'administration Biden, les États-Unis sont passés de l'état d'exportateur net de pétrole à celui d'importateur net. La secrétaire à l'énergie américaine Jennifer Granholm a averti dimanche que les prix de l'essence pourraient atteindre 4 $ le gallon. Et pourtant, l'administration Biden continue sur sa lancée. Lundi dernier, elle a examiné une nouvelle proposition de fermer l'oléoduc de la ligne 5 qui traverse le Michigan. Jennifer Granholm a été gouverneure démocrate du Michigan du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2011. Elle a été décrite comme la protégée de Millie Jeffrey, l'une des fondatrices et leaders de Democratic Socialists of America. Democratic Socialists of America est la plus grande organisation socialiste des États-Unis, affiliée à l'Internationale socialiste. Tout en prétendant être socialiste, donc plus modérée, Democratic Socialists of America est une organisation marxiste qui s'inspire fortement des idées du théoricien du Parti communiste italien Antonio Gramsci. La section californienne de l'organisation a reconnu sa dette envers Gramsci dans un bulletin de février 1984. Je cite, « Antonio Gramsci était l'un des fondateurs du Parti communiste italien. Il a développé des théories sur le marxisme ouvert et l'euro-communisme indépendant. Ses écrits sont restés influents parmi les partis européens de gauche pendant plusieurs décennies. Ils ont également constitué une partie essentielle des idées qui ont conduit à la formation de Democratic Socialists of America aujourd'hui. » Fin de citation. Millie Jeffrey a d'ailleurs régulièrement voyagé en Union soviétique à partir des années 60 et en Chine à partir des années 70. En plus d'être la protégée de Millie Jeffrey, Jennifer Granholm est aussi soutenue ouvertement par le Conseil pour un monde vivable. Organisation centrale dans la carrière de Joe Biden et de Barack Obama, entre autres, le Conseil pour un monde vivable a été fondé en 1962 par le physicien nucléaire Leo Szilard. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif basée à Washington, dédiée en apparence à la réduction du danger des armes nucléaires. D'après son site internet, je cite, « Il y a près de 50 ans, le Conseil pour un monde vivable a lancé un système pour aider les candidats progressistes au Congrès à se faire élire. Au cours des 44 dernières années, nous avons aidé à élire 113 candidats américains au contrôle des armements au Sénat et 151 candidats à la Chambre des représentants. » Fin de citation. En réalité, Leo Szilard était un espion soviétique et son organisation, sous prétexte de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive, s'est exclusivement dédiée à miner et réduire les programmes de défense américains. Szilard était un partisan actif du gouvernement communiste éphémère de Béla Kun dans la Hongrie post-Première Guerre mondiale. Selon Pavel Soudoplatov, ancien directeur d'une unité d'élite du service de renseignement soviétique, Leo Szilard, Robert Oppenheimer et Enrico Fermi ont sciemment fourni des informations à des contacts soviétiques pendant leur travail sur le projet Manhattan. En 1994, Soudoplatov a affirmé dans son livre « Mission spéciale, mémoire du maître espion soviétique ». Les informations les plus vitales pour le développement de la première bombe atomique soviétique sont venues de scientifiques engagés dans le projet Manhattan pour construire la bombe atomique américaine, Robert Oppenheimer, Enrico Fermi et Leo Szilard. À plusieurs reprises, ils ont accepté de partager des informations sur les armes nucléaires avec des scientifiques soviétiques. Fin de citation. Le 20 décembre 2020, le Conseil pour un monde vivable a ainsi applaudi la fin de l'administration Trump et le début de l'administration Biden. Je cite,
Le mois prochain, ce seront les dernières minutes de l'administration Trump. Nous, au Conseil, nous ne pourrions être plus enthousiastes. Le président élu Joe Biden a été un champion de la réduction des risques nucléaires toute sa carrière. En fait, le Conseil l'a endossé lors de sa première candidature au Sénat en 1972, devenant ainsi sa première approbation d'une organisation nationale. Jusqu'à présent, au Conseil, nous sommes optimistes quant à la sélection de nombreux choix du cabinet de Biden dont les objectifs chevauchent les nôtres, y compris le candidat au secrétaire d'État, Anthony Blinken, l'envoyé pour le changement climatique, John Kerry, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, le candidat au poste de directeur du renseignement national, Avril Haines, le candidat à la sécurité nationale, Jake Sullivan, le candidat au secrétaire à la défense, Lloyd Austin, et le candidat à l'énergie, Jennifer Granholm. Tous les poids lourds de l'administration Biden sont là. Dans une vidéo disponible sur Twitter, la candidate de Biden au poste de contrôleur de la monnaie, Sol Omarova, explique le plus calmement du monde que la destruction des industries pétrolières et gazières est nécessaire pour accomplir la transition énergétique face au changement climatique. Je cite, « Nous voulons qu'il fasse faillite si nous voulons lutter contre le changement climatique. Le prix de l'essence multiplié par 3 et bientôt 4 en quelques mois n'est pas un accident, c'est une politique assumée. Mais alors, qui est Sol Omarova et d'où vient-elle ? Je rappelle que la mission du contrôleur de la monnaie est de réglementer et superviser les banques et les institutions d'épargne, les branches du gouvernement fédéral et des agences de banques étrangères aux États-Unis. Sol Omarova est née dans la République socialiste soviétique kazakh, diplômée de l'Université d'État de Moscou grâce à la bourse académique Lénine. Sa thèse s'intitulait « L'analyse économique de Karl Marx et la théorie de la révolution dans le capital ». Le registre scolaire d'Uralsk indique que Sol Omarova, à l'âge de 17 ans, était un fier membre du Komsomol, les jeunesses communistes. Sol était le chef du Komsomol de l'école la plus pure et dure de sa génération. Un ami de la famille de l'époque, Erken Bouleguenov, qui fréquentait la même école, a déclaré qu'Omarova était une communiste si ardente qu'elle a dirigé le Komsomol de son académie, le mouvement de jeunesse du parti au pouvoir. Sol Omarova est sortie diplômée avec les notes les plus élevées et une rare médaille d'or, l'insigne d'honneur ultime pour les étudiants soviétiques, clairement choisis pour un avenir accéléré en URSS. Malheureusement, la disparition de l'Union soviétique a mis fin à ses ambitions au sein du parti. Omarova a donc déménagé aux États-Unis en 1991, où elle a obtenu un doctorat de l'université de Wisconsin-Madison. Avec ses nouveaux amis marxistes américains, elle a ainsi pu continuer son combat idéologique. Sur cette photo, nous voyons Sol Omarova avec Robert Hockett. Ce dernier a participé à l'élaboration du Green New Deal. Il est un conseiller d'Alexandria Ocasio-Cortez, après avoir été celui de Bernie Sanders ou encore Elizabeth Warren. Toute la fine fleur de la représentation d'extrême gauche au Congrès américain. La légende de la photo les présente ainsi. Les voici, le contingent bolchevique du groupe financier de Cornell, Robert Hockett, Sol Omarova, Lynn Stout, quelque part à Soho. On la voit mal dans la pénombre, mais Sol Omarova est au milieu, coiffée d'un serre-tête en corne de Lucifer. Mais Sol Omarova ne veut pas seulement détruire l'industrie du pétrole, du charbon et du gaz. Elle veut aussi mettre fin au système bancaire pour le placer sous le contrôle total de l'État. Dans une étude publiée par la Cornell Law School où elle enseigne, elle émet l'idée de permettre aux citoyens américains d'ouvrir un compte directement à la Banque centrale américaine, contournant ainsi le système bancaire. L'option est même de transférer tous les dépôts vers la réserve fédérale. Dans ce scénario, la Banque centrale deviendrait le grand contrôleur de la monnaie, mais aussi de l'économie. Face à une telle révolution, le Parti républicain est vent debout, et même des élus démocrates risquent de voter contre la nomination de Sol Omarova. Pour se défendre, cette dernière affirme qu'elle est critiquée parce qu'elle est une immigrante, une femme, une minorité. Alors entre parenthèses, si Joe Biden veut détruire les secteurs gaziers et pétroliers américains, paradoxalement, ça n'empêche pas son fils Hunter Biden d'investir massivement dans ces secteurs en Chine. Sinopec, également connu sous le nom de China Petroleum and Chemical Corporation, est une entreprise pétrolière et gazière contrôlée par le régime chinois.
Sa filiale en propriété exclusive, Sinopec Marketing Company, a bénéficié d'un investissement de près d'1 milliard de dollars de la société de capital investissement de Hunter Biden, BHR Partners. Finalisés en mars 2015, les investissements du fonds d'investissement contrôlé ont conduit BHR Partners à acquérir une participation de près de 30% dans Sinopec. Un communiqué de presse de la société d'énergie chinoise a déclaré récemment « Sinopec met le plus grand cluster de stockage de gaz en Chine du Nord en service, au même moment où l'administration Biden annule la construction du pipeline Keystone XL. » Continuons maintenant notre voyage au sein de l'administration Biden. Intéressons-nous à Janet Yellen, la secrétaire au Trésor de Biden. En avril 2021, Yellen a proposé la création d'un impôt minimum mondial sur les sociétés. Le 5 juin, les membres du G7 ont adopté l'idée de Yellen et se sont accordés sur le taux minimal de 15%. Il s'agit d'un plancher. Bruno Le Maire parle d'ailleurs d'un point de départ, suggérant que ce taux pourrait bien être augmenté dans le futur. En juillet 2021, à l'occasion du G20 de Venise, 130 pays, sur les 139 qui ont participé aux négociations, adhèrent officiellement à ce projet de taxe globale. L'OCDE et le G20 considèrent avoir créé une architecture fiscale internationale plus stable et juste. Mais pourquoi Janet Yellen a-t-elle insisté pour que l'Europe renonce à taxer les GAFAM dans les pays où ils font des profits, mais a soutenu dans le même temps le texte de l'impôt universel du G20 ? Qu'autant de gouvernements dans le monde préfèrent à leur souveraineté nationale une uniformisation fiscale quasi universelle pourrait signaler le début de la fin des économies libérales telles que nous les connaissons. Janet Yellen est mariée à George Akerlof, un économiste d'extrême gauche et professeur à l'université de Georgetown. George Akerlof a signé une déclaration présentée par l'Economic Policy Institute et publiée le 20 septembre 2021 intitulée « 17 lauréats du prix Nobel d'économie signent une lettre à l'appui du paquet présidentiel Build Back Better ». Tout en prétendant être non partisans, de nombreux membres de l'Economic Policy Institute, dont le président Laurence Michel, sont liés à Democratic Socialist of America, l'organisation marxiste dont je vous ai parlé plus haut. John Kerry est lui aussi proche de Democratic Socialist of America. En 2004, Democratic Socialist of America a exhorté ses membres à soutenir le candidat démocrate à la présidence John Kerry. Selon des documents financiers obtenus par le Washington Free Beacon, John Kerry et son épouse Teresa Hentz ont investi au moins $1 million dans une société d'investissement chinoise, Hillhouse China Value Fund. Cette société investit dans une entreprise inscrite sur la liste noire américaine pour son rôle dans la persécution des musulmans ouïghours. En 2008, Barack Obama, Hillary Clinton et John Kerry étaient parmi les rares personnages politiques à obtenir une contribution personnelle et directe de George Soros. En 2000, les législateurs américains ont publiquement accusé la China Ocean Shipping Company d'être une façade pour l'espionnage chinois et ont bloqué les plans d'expansion de son terminal portuaire de Long Beach, en Californie. En 2009, pourtant, le sénateur John Kerry a rédigé une résolution applaudissant l'entreprise chinoise pour avoir employé des milliers d'Américains. Pete Buttigieg est secrétaire au Trésor des États-Unis depuis le 3 février 2021. Les ruptures des chaînes d'approvisionnement et les pénuries de biens sont au centre de l'attention aux États-Unis depuis plusieurs semaines. Pete Buttigieg, de par son poste clé, est au centre de cette crise. Pete Buttigieg est le fils de Joseph Buttigieg, professeur à l'université Notre-Dame et militant marxiste de premier plan. L'édition d'été de 1990 de la publication Rethinking Marxism a présenté Joseph Buttigieg comme membre de son conseil consultatif. En 1998, le père de Pete Buttigieg était au centre des célébrations marquant le 150e anniversaire du manifeste communiste de Karl Marx. Mais la raison principale pour laquelle Joseph Buttigieg est connu est son leadership au sein de la Société internationale de Gramsci, où il a servi en tant que président. Il était le principal universitaire et spécialiste mondial de Gramsci. Pete Buttigieg a été proche de Democratic Socialist of America. À l'université, il a gagné une compétition nationale en écrivant un essai sur son héros Bernie Sanders, le marxiste du Vermont, également membre de Democratic Socialist of America. Pete Buttigieg a également supporté l'organisation d'extrême gauche Jobs with Justice, soutenue par les Routes de la Libération.
Il a apporté son plein soutien à l'organisation La Casa de Amistad en faveur des migrants clandestins, tout en se présentant comme modéré, fidèle aux enseignements de Gramsci de ne jamais montrer sa main et d'introduire les idées socialistes en prétendant qu'elles sont autre chose. Pete Buttigieg n'a fait que soutenir l'agenda de l'extrême gauche. Lorsque la crise des ruptures d'approvisionnement a explosé aux États-Unis, Pete Buttigieg était tout simplement absent, profitant d'un congé paternité avec son mari suite à l'adoption de 2 jumeaux. J'ai montré il y a quelques épisodes déjà comment ces ruptures dans les chaînes d'approvisionnement trouvaient principalement leur origine dans la version californienne du Green New Deal de l'extrême gauche américaine qui a exclu en une décision la moitié du parc de semi-remorques de l'État parce que trop polluant. Mais pour Pete Buttigieg, la seule origine de ces ruptures était l'extraordinaire réussite du président Joe Biden en matière de relance économique, l'encourageant à continuer sur la même voie. Kamala Harris est la vice-présidente des États-Unis, notamment en charge de la crise migratoire. Cette crise migratoire est la plus importante de l'histoire des États-Unis. Elle a vu 1,7 million de migrants clandestins entrer sur le sol américain, dont 1,1 million de jeunes hommes célibataires en quelques mois. Dans les cercles progressistes, les gens admirent Kamala Harris comme la femme Obama, car elle serait douce, polie et confiante. Pourtant, loin de l'image modérée que lui donnent les médias, le score de Kamala Harris sur une échelle de vote appelée DW Nominate a classé Harris au 2e rang des sénateurs les plus à gauche des États-Unis, derrière Elizabeth Warren. Dans la course pour l'élection de procureur général de Californie, Kamala Harris s'est exprimée au siège social de Google. Je cite « J'ai lu qu'à la convention républicaine, il m'a traité de radical, donc je suppose que c'est une différence entre nous. Et oui, je suis radical. Je crois que nous devons être radicaux dans ce que nous faisons. » Fin de citation. Les parents de Harris étaient tous deux des gauchistes purs et durs, actifs au sein de l'association afro-américaine basée à Berkeley. Le chef de ce groupe, Donald Warden, a été le mentor de Huey Newton et Bobby Seale, qui allaient fonder le Black Panther Party. Après l'université, Kamala Harris est retournée à San Francisco pour lancer sa carrière juridique et politique. À 30 ans, elle a noué une relation amoureuse avec Willie Brown, alors âgé de 60 ans, un des hommes politiques les plus puissants de Californie et qui deviendra bientôt maire de San Francisco. Brown a aidé Harris dans sa carrière et l'a dirigée vers des postes qui lui ont rapporté environ 400 000 $ en 5 ans, selon le San Francisco Weekly. Willie Brown a d'abord été élu à une fonction publique avec l'aide de l'aile jeunesse du Parti communiste américain. Il a été financé par le docteur Carlton Goodlett, propriétaire d'un journal communiste qui a reçu le prix Lénine du gouvernement de l'ex-Union soviétique. Plusieurs années après sa liaison avec Harris, Brown parrainait toujours ouvertement des collectes de fonds du Parti communiste dans la région de la baie, tout en étant maire de San Francisco. Aujourd'hui, Brown est largement considéré comme l'un des meilleurs amis du Parti communiste chinois dans la région de la baie. Lors de sa dernière visite officielle aux États-Unis, au début des années 2000, le dictateur Jiang Zemin a conclu sa tournée en rendant visite à Willie Brown, son vieil ami. La sœur de Harris, Maya Harris, était une amie proche de Steve Phillips, l'un des principaux marxistes-léninistes du campus de Stanford et membre de longue date d'un groupe communiste pro-chinois, League of Revolutionary Struggle. Après avoir quitté Stanford au début des années 90, Phillips s'est marié avec l'héritière milliardaire de la famille Sandler, ce qui a permis aux jeunes révolutionnaires de s'acheter une influence politique considérable. L'argent de Sandler a financé le Center for American Progress, ProPublica et plusieurs candidats et initiatives de vote à travers le pays. En 2008, Phillips a dépensé 10 millions de $ via son Power Pack Plus pour des campagnes d'inscription des électeurs dans les États du Sud et du Sud-Ouest, ce qui a permis à son ami Barack Obama de devancer Hillary Clinton dans les primaires démocrates. Phillips est un ami de la famille Harris et a aidé le mari de Maya Harris, Tony West, à devenir procureur général adjoint de l'administration Obama. Il a également été un sponsor majeur de la carrière politique de Kamala Harris. L'ancienne chef de cabinet de Kamala Harris, Karine Jean-Pierre, était active au sein du Haiti Support Network basé à New York. L'organisation a travaillé en étroite collaboration avec le Parti mondial des travailleurs, pro-Chine et pro-Corée du Nord, et a soutenu Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président d'extrême gauche d'Haïti, et son mouvement radical Lavalas.
Karine Jean-Pierre a été la conseillère principale et porte-parole nationale de l'organisation MoveOn.org, un groupe d'organisations d'extrême gauche qui revendique 5 millions de membres aux États-Unis. Selon Joel Fishman du Parti communiste des États-Unis, MoveOn.org collabore avec Indivisible, Working Families et People's Action. Karine Jean-Pierre a travaillé également avec James Sanders, membre du conseil municipal de New York, grand ami de la Chine. En 2019, James Sanders a présenté une résolution reconnaissant le 1er octobre, journée nationale de la Chine communiste, comme journée de la Chine dans l'État de New York. Les fonctions de Karine Jean-Pierre incluaient de travailler avec la branche locale du groupe pro-Obama, Acorn, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le Texas. En 2008, Acorn a été reconnu coupable de fraude à l'inscription des électeurs. Sur les 1,3 million d'inscriptions électorales obtenues par le groupe en 2008, environ 400 000 se sont révélées incomplètes ou frauduleuses et l'année suivante, des arrestations ont eu lieu parce que des personnes étaient payées pour leurs inscriptions sur les listes électorales. Aujourd'hui, Karine Jean-Pierre, ancienne collaboratrice du groupe Acorn, est porte-parole adjointe de la Maison-Blanche. Le mari de Kamala Harris, enfin, Doug Emhoff, a de fortes connexions avec la Chine par son cabinet d'avocats DLA Piper, duquel il a démissionné quand Kamala Harris est devenue vice-présidente. DLA Piper se vante de près de 30 ans d'expérience en Chine et de plus de 140 avocats dédiés à sa branche China Investment Service, selon le National Pulse. Pour faciliter la pratique de DLA Piper en Chine, la société emploie une multitude d'anciens responsables du Parti communiste chinois. La théorie critique de la race, CRT, est devenue un point de tension majeur au sein de la population américaine. Selon le journaliste Gérald Olivier, il s'agit d'une réinterprétation de l'histoire sous le prisme du racisme, visant à culpabiliser voire diaboliser la communauté blanche et valoir à la communauté noire de nouvelles formes de compensation. De manière plus générale, la CRT est une attaque contre les fondements de la société américaine, concoctée par quelques intellectuels noirs néo-marxistes au nom de l'antiracisme. C'est une théorie subversive qui vise à semer le poison de la division raciale, attiser le ressentiment et au besoin mettre le feu au pays pour renverser l'ordre social. Tout cela derrière le masque de l'antiracisme. Fin de citation. Carlton Waterhouse est le candidat de l'administration Biden pour diriger l'agence de protection environnementale. Mais des déclarations passées de Waterhouse ont entaché sa candidature. Il avait notamment déclaré que chaque institution américaine est investie dans la domination raciale. Il a par ailleurs été vu à la télévision chinoise pour plaider en faveur de l'arrêt du financement de la police aux États-Unis. Ces politiques d'arrêt de financement de la police, soutenues par l'extrême gauche, sont à l'origine d'une explosion de la criminalité américaine. Au 25 mai de cette année, les taux de meurtre à New York, Chicago et Los Angeles avaient augmenté de 22 et 27%. À Washington, D.C. et Philadelphie, ils ont augmenté de 35 à 40%. À Minneapolis, la hausse était de 56%. Et à Portland, le taux de criminalité a augmenté de 800%. Donald Trump avait signé à l'été 2020 un décret interdisant la diffusion de thèses proches de la théorie critique de la race. Dès son entrée à la Maison-Blanche, Joe Biden a annulé ce décret et accuse les parents qui s'y opposent d'être des terroristes. L'Amérique est au bord de l'explosion et des parents d'élèves préfèrent garder leurs enfants chez eux que de les envoyer se faire endoctriner dans des écoles. Melanie Hart a été nommée coordinatrice de la politique chinoise pour le bureau du sous-secrétaire d'État à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement de l'administration Biden. Or, Melanie Hart a travaillé en tant que directrice de la politique chinoise au Center for American Progress, un think tank progressiste créé par John Podesta et surreprésenté au sein de l'administration Obama. Mark Rudd était un chef de file de l'organisation radicale de gauche des années 60, Students for a Democratic Society, et de son groupe dissident terroriste, la Weather Underground Organization. En 2007, Mark Rudd a siégé au conseil d'administration du Mouvement pour une société démocratique, qui était l'organisme parent de Progressive for Obama, le principal groupe de coordination de gauche derrière la campagne présidentielle d'Obama. Le Mouvement pour une société démocratique réunit les dirigeants des 4 principales organisations marxistes soutenant Obama, Democratic Socialist of America, le Parti communiste des États-Unis,
les comités de correspondance pour la démocratie et le socialisme et l'organisation socialiste Freedom Road. Selon Mark Rood, Center for American Progress, où a travaillé Melanie Hart avant de rejoindre l'administration Biden, a servi de gouvernement en attente de l'administration Obama. Melanie Hart était directrice de la politique chinoise au Center for American Progress. Elle a participé à des programmes et rédigé des rapports parrainés par une importante organisation de propagande, soutenue par le régime communiste chinois, cherchant à influencer les gouvernements étrangers à prendre des mesures ou à adopter des positions favorables à Pékin. Les emails publiés révèlent que Melanie Hart dit qu'elle est d'accord avec le fait que les think tanks chinois élargissent leur influence internationale aux États-Unis, alors que dans le même temps, la Chine contrôle ou interdit les think tanks étrangers sur son territoire. Elle a également secrètement fourni au Premier ministre du Parti communiste chinois des questions avant des rencontres officielles. En 2013, Hart a effectué un voyage parrainé par la China United States Exchange Foundation à Pékin, dans le cadre d'une délégation du Center for American Progress. Le poste de Melanie Hart dans l'administration Biden lui permettra de superviser un examen des politiques de l'administration Trump. Bloomberg note qu'elle se concentrera sur l'initiative Clean Network de l'équipe Trump qui a encouragé les pays à bloquer Huawei, l'entreprise de télécommunications controversée liée à l'armée chinoise. Pour finir, quelques mots sur la carrière de Joe Biden. En 2008, Pete Weiner a écrit dans le Wall Street Journal « Tout au long de sa carrière, M. Biden s'est toujours opposé à la modernisation de nos forces nucléaires stratégiques. Il était un farouche opposant à l'initiative de défense stratégique SDI de Reagan. Biden lui-même a décrit ses premières rencontres avec le Conseil pour un monde vivable dans un discours de 2010 à Nashville. J'essayais désespérément de collecter des fonds. J'ai reçu un appel d'une femme nommée Pauline Gore. Je me suis donc présenté dans l'appartement du sénateur Gore. Le sénateur Gore, qui avait quitté le Sénat 2 ans plus tôt, m'a déclaré « Je vais vous aider ». Lors de son discours de 2010, Biden s'est directement qualifié de produit d'Albert Gore Sr. Mais Albert Gore Sr. était lui-même le produit d'un homme très riche nommé Armand Hammer, le chef de longue date d'Occidental Petroleum. Fils d'un des fondateurs du Parti communiste américain, Hammer a fait des millions de transactions avec l'Union soviétique, nouvellement fondée, à un moment où les sanctions internationales ont presque étranglé l'État soviétique à ses débuts. Hammer rencontra régulièrement Lénine lorsqu'il vécut en Union soviétique de 1919 à 1928. Joe Biden a eu par ailleurs de nombreux liens avec les mouvements socialistes américains et internationaux. Il a participé à plusieurs conférences organisées en Amérique du Sud avec des présidents socialistes, ces présidents dont j'ai parlé dans ma vidéo sur la bataille pour le Texas. En juin 2011, Biden a rencontré le délégué de Democratic Socialists of America auprès de l'Internationale socialiste, Skip Roberts, qui a soutenu en 2018 Alexandria Ocasio-Cortez. En 2008, tout juste élu vice-président, Joe Biden a annoncé la création d'un nouveau poste au bureau du vice-président, économiste en chef et conseiller en politique économique du vice-président. Jared Bernstein a été choisi pour le poste. Depuis 1992, Jared Bernstein était économiste au Economic Policy Institute, très proche de l'organisation marxiste démocratique socialiste of America. Par ailleurs, Economic Policy Institute est associé à la partie la plus progressiste du Parti démocrate en matière économique. Bernstein était un membre identifié de Juno List, une liste d'environ 400 journalistes, universitaires et militants des nouveaux médias progressistes et socialistes en faveur de Barack Obama. Sous chaque pierre de l'administration Biden se cache une anguille marxiste. Présentés comme modérés par des médias qui partagent le plus souvent la même idéologie, leurs actions et les conséquences qu'elles ont révèlent pourtant la radicalité de leur position. Certains ont comparé les désastres de l'administration Biden à la présidence Carter. Ce à quoi Donald Trump a répondu « La présidence Biden est bien pire que la présidence Carter. Carter avait mal géré une crise après l'autre, mais Biden a provoqué une catastrophe après l'autre. » Et c'est effectivement le cas. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.